La Coupe du Monde et la Côte d'Ivoire, c'est l'histoire d'un rendez-vous éternellement manqué. Une succession de traumatismes gravés dans la mémoire collective. Comment une nation qui a vu naître certains des plus grands talents de l'histoire du football africain a-t-elle pu échouer systématiquement à franchir le premier tour d'un mondial ? Aujourd'hui, sur CAN Inside, nous allons poser un regard clinique sur les éléphants version 2026. Loin de l'euphorie, loin des pronostics aveugles, nous allons analyser pourquoi cette équipe dirigée par Emer Seffaé possède peut-être ce qui a toujours manqué à ses illustres aînés. Pour comprendre l'enjeu colossal qui entoure cette Coupe du Monde nord-américaine, il faut rouvrir le grand livre des frustrations ivoiriennes. La génération dorée des Drogba, Yaya Touré ou encore Gervinho a systématiquement buté sur un plafond de verre, souvent victime de tirages au sort impitoyables. En 2006, le baptême du feu se solde par un crash dans le groupe de la mort face à l'Argentine et aux Pays-Bas. En 2010, le cauchemar se répète face au Brésil et au Portugal. Mais la cicatrice la plus profonde reste celle de 2014. Dans un groupe pourtant abordable, Colombie, Japon, Grèce, les Ivoiriens touchent du doigt la qualification avant de s'effondrer à la 93e minute sur un pénalty fatal du Grec Samaras. Une tragédie sportive qui aura des conséquences lourdes. Pendant 12 ans, la Côte d'Ivoire va disparaître des radars de la Coupe du Monde. Mais l'histoire récente a redessiné les contours de cette équipe. Les éléphants qui se présentent en 2026 ne sont plus des outsiders complexés. Ils arrivent avec le statut de vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations 2024, un titre arraché au terme d'un parcours d'une résilience irrationnelle, marqué par des victoires épiques face au Sénégal et au Mali. Depuis cette consécration, un mot d'or semble guider la sélection, la stabilité. Et c'est précisément ici que s'articule la thèse centrale de notre analyse. La véritable force de la Côte d'Ivoire en 2026 ne réside plus dans l'accumulation d'individualités au sommet du football européen, comme ce fut le cas par le passé. Sa force, c'est son institutionnalisation sous l'ère Emer Seffaé. L'ancien international a instauré une culture de la rigueur défensive et une sérénité à toute épreuve. Cette équipe n'est plus programmée pour séduire le monde par un football romantique, elle est programmée pour ne pas mourir. Dans un groupe où l'Allemagne fera figure de favori et où l'Équateur imposera un combat athlétique féroce, la capacité des Ivoiriens à souffrir ensemble sera leur plus grand atout. La Côte d'Ivoire est-elle enfin mûre pour l'histoire ? Le décryptage tactique commence maintenant. Pour comprendre la véritable nature de cette équipe ivoirienne qui s'apprête à affronter l'Allemagne, l'Équateur et Curaçao, il faut impérativement se détacher de la vision romantique que l'on associe historiquement aux éléphants. Pendant des décennies, la Côte d'Ivoire a été perçue comme une machine à attaquer, une sélection capable de flamboyance, mais souvent trahie par ses déséquilibres structurels. Sous la houlette d'Emer Seffaé, le paradigme a été totalement renversé. L'ancien milieu de terrain de Nantes et de Nice a bâti son succès non pas sur la possession stérile, mais sur une fondation défensive granitique. La statistique est d'ailleurs implacable et elle est soulignée avec justesse par les observateurs. Lors de la campagne de qualification pour ce mondial 2026, notamment face au Gabon, la Côte d'Ivoire n'a encaissé aucun but. 0. Ce chiffre n'est pas une anomalie statistique, c'est la traduction directe d'un projet de jeu. Faé a compris que pour exister dans les compétitions à haute tension, l'arrière-garde ne pouvait plus être le parent pauvre du système. Autour de profils extrêmement rugueux et disciplinés comme Odilon Kosunu ou Evan Ndika, le bloc ivoirien a appris à coulisser, à fermer les demi-espaces et à absorber la pression sans rompre. C'est une équipe qui aime souffrir ensemble, une caractéristique forgée dans la douleur du premier tour cataclysmique de la CAN 2024. C'est ici qu'il nous faut déconstruire l'une des idées reçues les plus tenaces concernant cette sélection. Quand on regarde la liste des joueurs offensifs à disposition d'Emer Seffaé, la tentation est grande d'imaginer un festival de buts. Simon Adingra, Amad Diallo, Nicolas Pepe, Evan Guessant ou encore les fulgurances des jeunes ailiers qui émergent en Europe, le vivier est terrifiant. Pourtant, comme le rappelle très bien le journaliste Malik Traoré, le véritable talon d'Achille de cette équipe reste son efficacité chirurgicale. Lors de leur sacre continental, les Ivoiriens ont rarement survolé les débats offensivement. Ils ont souvent gagné à l'arraché, manquant parfois de spontanéité dans le dernier tiers du terrain. L'animation offensive des éléphants repose énormément sur la percussion des couloirs. Le jeu est pensé pour isoler des joueurs comme Simon Adingra en situation de 1 contre 1. Adingra, brillant avec Brighton, a pris une dimension exceptionnelle. Il n'est plus seulement un dribbleur, il est devenu un créateur d'espace.
De l'autre côté, l'apport d'un Amad Diallo offre un profil différent, plus rentrant, plus à même de combiner dans les petits espaces. Cependant, cette abondance de profils sur les ailes masque parfois un manque de fluidité dans l'axe. Face à des blocs bas ou face à des équipes qui refusent de se découvrir, la Côte d'Ivoire a encore tendance à s'enfermer dans un jeu en U, multipliant les passes latérales sans réussir à casser les lignes par l'axe. C'est pourquoi le milieu de terrain occupe un rôle de régulateur vital. Nous y reviendrons plus en détail dans le prochain segment, mais la doublette Seko Fofana-Franck Kessié est le véritable baromètre de cette équipe. Quand ce double pivot parvient à récupérer le ballon haut et à projeter le jeu vers l'avant en quelques touches, la Côte d'Ivoire est létale. Mais si le rythme ralentit, si l'adversaire impose un faux rythme, les éléphants peuvent tomber dans une possession stérile. Le match face à l'Allemagne, par exemple, sera un test grandeur nature de ce pragmatisme. Il ne faudra pas s'attendre à voir la Côte d'Ivoire confisquer le ballon à la Mannschaft. Au contraire, Emer Sefai préparera très certainement un bloc médian, extrêmement compact, conçu pour fermer les lignes de passe intérieures chères aux Allemands avant d'exploser en transition rapide. L'illusion d'une équipe ivoirienne ultra-offensive doit donc laisser place à la réalité d'une formation besogneuse, clinique par séquence et terriblement difficile à manœuvrer. Nous venons de voir comment la solidité défensive est devenue le socle de cette nouvelle équipe ivoirienne. Mais pour qu'un bloc défensif tienne la route face à des adversaires du calibre de l'Allemagne ou de l'Équateur, il a besoin d'un régulateur. Il a besoin d'un cœur qui bat au milieu du terrain. Et c'est ici qu'il nous faut absolument déconstruire une idée reçue qui a souvent pollué l'analyse de cette sélection, la véritable nature du leadership de Franck Kessié. Pour le grand public et parfois même pour une frange exigeante des supporters ivoiriens, Franck Kessié souffre d'une comparaison invisible mais écrasante. Il évolue dans l'ombre de figures tutélaires, des légendes absolues au charisme mondialement reconnu comme Didier Drogba ou Yaya Touré. Son style de jeu, souvent moins esthétique, plus besogneux, fait de lui un joueur perçu comme moins sexy médiatiquement. Pourtant, l'analyse factuelle de son poids dans cette équipe raconte une toute autre histoire. Aujourd'hui, l'ancien joueur de l'AC Milan et du FC Barcelone, qui évolue désormais à Al Ahly en Arabie Saoudite, est un centenaire. Avec une centaine de sélections au compteur, il est, comme le surnomme affectueusement Gervinho, le vieux père du groupe. Ce statut n'est pas usurpé, il est gagné sur le terrain. Pur produit du football local ivoirien, passé par les rues de Yopougon, vainqueur de la CAN U17 en 2013, Kessié possède un vécu institutionnel que très peu de joueurs africains en activité peuvent revendiquer. Il a même ajouté une Ligue des champions asiatiques à son palmarès récent. Mais là où l'analyse devient fascinante, c'est dans la dimension mentale du joueur. Le milieu de terrain ivoirien a traversé des tempêtes psychologiques qui auraient brisé plus d'un international. Lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2024, organisée à domicile, il a cristallisé les frustrations d'un public au bord de la rupture. Il a été violemment pris à partie, subissant même des appels au boycott sur les réseaux sociaux après le premier tour catastrophique de l'équipe. Et c'est là que réside sa plus grande force, une force indispensable pour la Coupe du Monde à venir, sa résilience. Kessié n'est pas un cyborg insensible, comme le rappelle le journaliste Malik Traoré, mais il possède une carapace mentale hors norme. Loin de s'effondrer sous la pression populaire, il a assumé son rôle de capitaine pour finalement devenir le premier buteur ivoirien de l'histoire lors d'une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Cette capacité à absorber la foudre, à faire le dos rond quand la sélection traverse une crise, puis à redevenir décisive dans les instants fatidiques, est le trait de caractère numéro 1 des équipes qui voyagent loin dans les grands tournois. Tactiquement, ce leadership mental se traduit par une gestion de l'effort au milieu de terrain. Avec un partenaire historique comme Seko Fofana, dont le rythme global semble naturellement diminuer au fil des saisons, Kessié va devoir compenser, équilibrer et dicter le tempo. Il sera le point de bascule. Si l'Équateur impose un défi physique de tous les instants à Philadelphie lors du premier match, c'est Kessié qui devra répondre à l'impact. Si l'Allemagne tente de confisquer le ballon à Toronto, c'est Kessié qui devra harceler les porteurs de balles pour couper les lignes de passe. Loin des clichés sur une équipe ivoirienne uniquement portée par ses ailiers virevoltants, la réalité du terrain nord-américain exigera un combat de tranchées dans l'axe. Franck Kessié est le général en chef de cette bataille. Sans un grand Kessié, le
système d'Emers Faé ne peut pas fonctionner. Si la base défensive est devenue le socle intouchable de l'équipe d'Emers Faé, l'observation de la Côte d'Ivoire lors de cette Coupe du Monde 2026 va inévitablement se porter sur l'utilisation de son armada offensive. C'est ici que se trouve l'une des clés de lecture les plus fascinantes pour le spectateur averti. Sur le papier, le casting ivoirien donne le vertige. Nous sommes face à une abondance de profils percutants, capables de faire basculer une rencontre sur un simple exploit individuel. Prenez les couloirs, par exemple. Le vivier est presque intimidant. D'un côté, un joueur comme Simon Adingra, dont le retour en forme, le temps de jeu conséquent et l'expérience engrangée en club en font une menace constante. Il est le symbole de ces ailiers modernes qui appellent la percussion et déchirent les lignes par leur course en profondeur. De l'autre, des profils au registre varié comme Amad Diallo, Nicolas Pepe ou encore le jeune Bazoumana Touré. À cette liste vertigineuse, les observateurs intègrent l'émergence très attendue de talents bruts à l'image de Yann Diomandé qui affole les compteurs du côté de Leipzig, sans oublier les options axiales puissantes comme Evan Guessant ou les joueurs ciblés par la fédération évoluant dans des grands clubs européens. Mais c'est précisément là que réside le piège tactique et mental. Avoir une abondance de talents offensifs ne garantit en rien la réussite dans une compétition aussi impitoyable que la Coupe du Monde. C'est toute l'équation complexe que doit résoudre le staff ivoirien. Comme le souligne avec une grande lucidité le journaliste Malik Traoré, la Côte d'Ivoire a souffert d'un manque criant de réalisme offensif lors de sa campagne victorieuse à la Coupe d'Afrique des Nations. Les éléphants ont souvent tremblé, se reposant davantage sur leur force de caractère et leur solidité institutionnelle que sur leur capacité à tuer les matchs par l'efficacité de leurs attaquants. Dans un contexte de Coupe du Monde à 48 équipes, cette inefficacité peut se payer au prix fort. Face à l'Allemagne, les occasions franches se compteront sur les doigts d'une main. Face au bloc réputé très rugueux de l'Équateur, les espaces de création seront réduits à néant. La clé de lecture principale pour évaluer les chances ivoiriennes sera donc leur cynisme absolu dans le dernier tiers du terrain. Il ne s'agira plus de multiplier les passements de jambes ou de dominer outrageusement la possession, mais de convertir la moindre demi-occasion en but. Gervinho, ancienne figure de proue de la sélection et lui-même double buteur lors du Mondial 2014, le résume parfaitement. L'essentiel dans le système ivoirien est de posséder des joueurs capables de prendre la profondeur et d'assumer la percussion, tout en espérant que le groupe soit épargné par les blessures physiques. Il faudra donc observer attentivement, dès le premier match à Philadelphie, comment Emers Faé va articuler cette ligne d'attaque. Va-t-il aligner d'entrée toutes ses flèches au risque de déséquilibrer son précieux bloc équipe, ou va-t-il utiliser certains de ses profils explosifs comme des impact players redoutables en sortie de banc, à l'image des choix stratégiques qui ont jalonné la CAN 2024. L'adaptation aux différents scénarios de match sera vitale. Si la Côte d'Ivoire est menée au score, sa capacité à pilonner la surface adverse avec ordre et méthode sera scrutée à la loupe. Si elle mène, son aptitude à piquer en contre-attaque grâce à la vitesse de ses ailiers devra être chirurgicale. Le talent de cette génération est indéniable. Il reste maintenant à savoir s'il sera mis au service de la froide efficacité qu'exige le plus haut niveau mondial. Nous voici au terme de notre analyse sur cette équipe ivoirienne et il est temps de se projeter sur la réalité mathématique et calendaire de cette Coupe du Monde 2026. Avec le passage à 48 équipes, le format de la compétition offre une nouvelle dynamique. Les 8 meilleurs troisièmes sur les 12 poules accéderont au 16e de finale. Ce changement de règlement modifie profondément l'approche stratégique du premier tour. La qualification n'est plus un mirage inaccessible, elle est un objectif mathématique concret. Regardons le calendrier des éléphants. Le 15 juin, à Philadelphie, ils ouvriront le bal face à l'Équateur, un adversaire sud-américain solide, un véritable test athlétique d'entrée de jeu. Le 20 juin, direction Toronto pour le choc de prestige face à l'Allemagne. Enfin, le 25 juin, retour à Philadelphie pour clôturer cette phase de groupe face aux novices de la compétition, Curaçao. Dans cette configuration, comme le soulignent pertinemment les analystes en plateau, la feuille de route est d'une clarté absolue. Avec une victoire quasi impérative attendue face à Curaçao, il suffira très probablement à la Côte d'Ivoire d'arracher un point de plus, soit face à l'Équateur, soit face à l'Allemagne, pour franchir enfin ce fameux plafond de verre. 4 points garantiraient presque à coup sûr une place au tour suivant. Mais l'ambition de cette équipe doit-elle s'arrêter à une simple qualification en sortie de poule, aussi historique soit-elle ? Le discours en interne montre une évolution fascinante. Si Gervinho, fort des traumatismes passés, rappelle sagement que le premier objectif reste de franchir le premier tour, step by step, Emers Faé voit déjà plus loin. Le sélectionneur a publiquement affiché sa volonté d'atteindre au minimum les 8e, voire les quarts de finale. Cette ambition n'est pas de l'arrogance,
elle est nourrie par un nouveau souffle qui traverse tout le continent. Le parcours héroïque du Maroc au Mondial 2022 a détruit d'anciennes barrières psychologiques. Les nations africaines, à l'image des 9 ou 10 représentants attendus en Amérique du Nord, dont le retour très attendu de la RDC, savent désormais que le dernier carré mondial n'est plus un territoire exclusivement réservé aux Européens ou aux Sud-Américains. La Côte d'Ivoire, armée de son statut de championne d'Afrique et de sa nouvelle solidité défensive, figure incontestablement parmi les sélections du continent les mieux outillées pour rééditer un tel exploit. En conclusion, la Côte d'Ivoire de 2026 ne nous fera peut-être pas rêver par des chevauchées fantastiques ininterrompues, comme à la grande époque de sa première génération dorée, mais elle possède quelque chose de bien plus précieux pour le très haut niveau, le pragmatisme, la stabilité incarnée par son staff et une redoutable capacité à souffrir sans se disloquer. Si les blessures épargnent ces éléments clés, les éléphants ont toutes les cartes en main pour écrire le plus grand chapitre mondial de leur histoire. C'est ici que votre avis entre en jeu, vous les observateurs avertis de Can Inside. Pensez-vous que cette approche pragmatique d'Emers Faé est la clé ultime pour enfin briser la malédiction ivoirienne en Coupe du Monde? Voyez-vous les éléphants rivaliser tactiquement face à l'Allemagne de Julian Nagelsmann, ou le défi de l'Équateur vous semble-t-il être le véritable piège de ce groupe? La parole est à vous dans les commentaires. Le débat est ouvert, argumenté, analysé, et gardez toujours ce respect fondamental pour la complexité du jeu. Merci d'avoir suivi ce décryptage en profondeur. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour décortiquer une nouvelle nation sur Can Inside.